Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo mindset. J'en fais pas mal un peu sur le blog en pure lecture, sur les méditations notamment, aborder le côté un peu mindset. J'en fais plus rarement sur YouTube, mais aujourd'hui on va faire une des dichotomies les plus importantes côté mindset, c'est-à-dire mindset entre la mentalité fixe et la mentalité de développement. Alors cette dichotomie, c'est une des plus importantes, en plus de celle que j'avais déjà traitée dans un précédent article, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, qui était la dichotomie entre mentalité de pénurie et mentalité d'abondance. Alors cette dichotomie entre mentalité fixe, fixed mindset en anglais, et mentalité de développement, growth mindset en anglais, elle est assez importante et finalement elle va avoir des applications dans les trois thèmes qui nous intéressent habituellement sur cette chaîne, c'est-à-dire l'immobilier, la bourse et l'entrepreneuriat. Et on va dire ça va même largement au-delà de ces trois thèmes dans la vie courante. Alors pour illustrer ça, je vais commencer par vous raconter une expérience qui s'appelle l'expérience de Carol Dweck, qui était une psychologue. Donc c'est une psychologue de renom qui est chercheuse à l'université de Stanford. Et donc elle a fait une expérience où elle a donné 10 questions à des élèves de CM2. Donc c'était une sorte de test de QI non verbal assez accessible. Et donc il y avait deux groupes. Et donc, après les 10 premières questions de ce test, donc on avait extrait parmi ce QI non verbal 10 questions relativement accessibles. On avait dit au premier groupe, voilà, on les avait félicités, on leur avait dit « Wow, c'est un bon score, tu dois être intelligent, tu dois être doué », des choses comme ça. Et dans le deuxième groupe, qui avait eu les mêmes questions, on les avait complimentés différemment, c'est-à-dire qu'on les avait complimentés pour leurs efforts. Alors, on faisait pareil « Wow, c'est un très bon score », mais on disait « Tu dois avoir travaillé très dur ». Voilà, on était plutôt sur les compliments au sujet des efforts, plutôt que sur un talent, tu dois être doué, tu dois être intelligent, comme dans le premier groupe. Et donc plus tard, on a, après cet échantillonnage, finalement, poursuivi l'expérience. Et donc on a proposé aux deux groupes un second test. Ils avaient le choix entre un test décrit comme facile et un test décrit comme difficile. Enfin, en anglais, le terme exact, c'était challenging. Et alors en fait, dans le premier groupe qui avait été félicité pour son intelligence, 67% des élèves ont choisi le test facile. Alors que dans le second groupe, qui était récompensé plutôt pour ses efforts, seuls 8% des élèves ont opté pour le test facile. Donc en fait, on constate ainsi que les compliments basés sur l'intelligence et un statut fixe créent finalement une mentalité fixe. Et cette mentalité fixe, elle crée elle-même finalement un environnement dans lequel les étudiants ressentent le besoin de prouver leur intelligence tout en même temps en évitant les risques et les challenges. Donc en gros, ils la jouent un peu trop safe dans le futur et indirectement, ils auto-limitent leur potentiel de développement à l'avenir de l'ensemble de leurs talents. Donc ensuite, dans cette expérience de Carol Dweck, on a continué un peu, on a fait d'autres tests et on a donné finalement un test entre guillemets impossible, en tout cas qui était conçu pour inciter à l'échec. Et une fois encore, un peu même cause, mêmes effets, on a eu une performance du premier groupe qui fut très médiocre, en tout cas beaucoup plus médiocre que celle du second groupe. Et finalement, ils furent plus facilement frustrés et ils abandonnèrent plus vite face à la difficulté que les élèves du second groupe. Et enfin, dernière étape de cette expérience de Carol Dweck, on a à nouveau donné aux deux groupes un test aussi facile que le tout premier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour le premier groupe, leurs résultats ont baissé de 20% par rapport aux leurs résultats du premier test. Alors que sur le second groupe, leurs résultats ont progressé de 30%. Donc finalement, on a une différence de 50% entre le premier groupe qu'on a conditionné avec une mentalité fixe et le second groupe qu'on a conditionné avec une mentalité de développement. Le deuxième a fait plus 30 et le premier moins 20, donc on a une différence de 50% entre les deux. Alors que finalement, leurs résultats après le premier test, entre les deux groupes qu'on avait échantillonnés, c'était bien les mêmes. Enfin, quand on a creusé un peu plus, en dernière étape de ce test, les résultats finalement, en interrogeant les élèves, on a vu que le premier groupe, finalement, ils finissaient par voir leurs imperfections comme honteuses, au point qu'ils mentent pour les cacher, ce qui n'est pas le cas du second groupe. Donc, finalement, ce qu'a conclu Carol Dweck, c'est que ce qui est assez alarmant dans son étude, c'est qu'en fait, on prend des enfants ordinaires
et on les transforme en menteurs simplement en leur disant qu'ils sont intelligents. Bon alors, on précise pour que les résultats soient quand même pertinents. On n'a pas fait l'expérience qu'une fois, on l'a répété 6 fois et à chaque fois ça a donné des résultats similaires à l'expérience initiale. Alors ce qu'on peut en tirer déjà de cette expérience sur l'éducation des enfants finalement, c'est que les jeunes qu'on valorise avec des affirmations comme tu es spécial ou d'autres trophées, finalement ils réussissent pas en général idéalement ensuite dans les études, puisque après un échec, ils vont avoir tendance plutôt pour se rassurer à trouver, à chercher quelqu'un qui a fait pire, finalement ce qui les fait se sentir mieux eux-mêmes psychologiquement, mais ne les aide pas à progresser. En fait, pour que les enfants adoptent une mentalité de développement, l'expérience conduirait à dire qu'il faut plutôt faire l'éloge des améliorations obtenues, des habitudes prises, des efforts, entre guillemets, de louer l'ampleur du chemin parcouru. Alors après, il ne faut pas tout non plus mettre sur l'environnement familial, parce qu'il ne conditionne pas tout. Un enfant, ça se construit aussi lui-même, entre l'école, les amis, la personnalité, sa façon de construire le monde. Moi, je pense avoir vécu dans un environnement familial assez neutre de ce point de vue-là, ne penchant ni, on va dire, pleinement vers l'encouragement à la mentalité fixe, ni pleinement vers l'encouragement à la mentalité de développement. Chez moi, on me disait souvent que j'étais intelligent, mais parce que voilà, j'avais des bons résultats dans les matières scientifiques à l'école, etc. Mais ma mère me traitait souvent, sûrement un peu trop, d'incapable, de dégourdi comme un manche à balai qui ferait jamais rien de sa vie, etc. À l'école, c'était un peu du même acabit. J'ai été félicité dans certaines matières, en maths, en physique, même potentiellement en français, mais j'étais la tête de turc d'un prof d'allemand qui m'avait pris comme tête de turc juste parce que j'étais pas intéressé à participer à l'oral à son cours tout pourri, et il convoquait mes parents tous les 15 jours pour, expliquer que si je faisais pas de l'allemand, c'était dramatique parce que c'était l'avenir du monde, avec l'Europe, etc. Quel visionnaire, lol, entre parenthèses. Et aussi parce qu'il serait quand même temps que j'aille voir un psychologue, parce que si je participais à son cours, c'est que j'étais trop timide et que je ne ferais jamais rien de ma vie. Donc, voilà, il me stressait avec ses conneries. Donc voilà, j'étais à la fois dans une mentalité de développement et dans une mentalité fixe en termes d'environnement. Bon, mon frère a grandi dans le même environnement familial que moi, avec les mêmes parents. Aujourd'hui, on voit clairement que moi, je me suis construit avec une mentalité de développement. Je perds jamais de temps à me comparer aux autres ou à des choses comme ça. Mon frère, il a plus une mentalité fixe, où il va clairement passer un certain temps à se comparer aux autres, voire quand il est dans le mauvais aspect de la mentalité fixe, à jalouser un peu trop son prochain. Bon, voilà, donc pour dire que l'environnement familial ne fait pas tout, mais si on peut encourager la mentalité de développement avec vos enfants, vos neveux, vos proches, c'est toujours bien sur les jeunes. Alors, une fois qu'on a dit ça, moi ce que je me dis, c'est que c'est peut-être un peu effrayant finalement quand on voit ça avec les us et coutumes qu'on observe en ce début du XXIe siècle. Finalement, est-ce qu'on ne serait pas en train d'engendrer parmi les millennials une génération avec une mentalité fixe dominante? Puisque, je peux citer plusieurs exemples. On a les réseaux sociaux qui en cela ne font pas vraiment que du bien et qui valorisent la mentalité fixe. En gros, Instagram, c'est le summum du narcissisme, où on va voir des comptes personnels avec plus de 100 selfies et où le summum de la réussite, c'est de se montrer au bord d'une piscine avec un cocktail à la main. Si je prends l'exemple de Twitter, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un truc sur un sujet donné qui permet des gens qui n'ont pas étudié 1% de la problématique et 1% des enjeux de la problématique de se poser comme un expert et de commenter le sujet en donnant leur avis et en se prenant, on va dire, en se faisant passer pour un expert. Donc finalement, en fait, Twitter, c'est un peu un monde de gens incompétents qui n'ont pas conscience de leur incompétence, qui s'expriment sur plein de sujets. En entreprise, on va aussi retrouver des éléments qui tendent à prôner cette mentalité fixe. Les séminaires de renforcement de l'estime de soi ou d'autres conneries dans le genre à la mode sont proposés par les coachs en management à tour de bras, quoi. Coachs en management, entre parenthèses, qui vont vous faire, moi quand j'ai été manager, alors moi j'aime bien, quand à ce moment-là ils font des trucs, ils font ça, je pense très fort, en gros, avant que tu te sois fait virer, parce qu'aujourd'hui, si tu avais été un bon manager, tu le serais encore. En gros, avant que tu te recrées un job, alors je fais une petite parenthèse, je dis bien se recréer un job de coach en management et pas créer son entreprise. Quand vous mettez à votre compte comme consultant, vous ne créez pas une entreprise, vous vous recréez un job, mais vous n'avez pas créé une entreprise. Vos revenus vont dépendre de votre temps. Je vous invite, je mettrai aussi dans la description de la vidéo, à relire l'article où j'explique ça. Se mettre à son compte
pour être consultant, ce n'est pas créer une entreprise. Pour pareil, rester dans le cadre de l'entreprise, un autre exemple qui me vient où c'est pas forcément rassurant sur ça, c'est que moi j'avais eu droit dans le cadre d'entreprise aux formations du type manager la génération Y ou manager les milléniaux. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on voit qu'il est potentiellement assez difficile d'adresser un feedback négatif aux millennials sans heurter leur ego. Car finalement, ils ont tendance à avancer en pensant qu'ils en savent plus ce qu'en réalité, ils ne savent réellement. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de tous les millennials, hein. Effectivement, s'il y a des millennials qui me regardent, vous avez plus de chances de ne pas être dans la majorité de ces cas, mais on a l'impression quand même que ce cas-là, où on avance, on va dire, avec l'impression d'en savoir un peu plus que la réalité, est peut-être plus présente dans cette génération de millennials que dans la génération précédente. Peut-être les feux, comme je l'ai déjà expliqué, moi, ne s'être jamais posé la question, de jamais avoir mis longtemps à avoir une réponse à une question, puisqu'il suffit finalement de taper sur Google aujourd'hui pour avoir la réponse à toute question. D'ailleurs, petite parenthèse encore une fois, j'aime bien faire des blagues comme ça, pensez à tout ce que vous avez cherché sur Google. Imaginez que c'est affiché sur la place du village. Je pense que les gens ont lâché beaucoup plus à Google sur eux-mêmes qu'il lâchait il y a un siècle dans les confessionnals des églises. Et je pense que vous n'aimeriez pas forcément qu'on affiche sur la plaque publique tout ce que vous avez pu chercher sur Google. Bon, un petit dernier exemple pour dire qu'on a nos us et coutumes de ce début du XXIe siècle qui peuvent être un peu effrayantes, et on peut se demander si on n'engendre pas toute une génération en mentalité fixe. C'est la télé-réalité avec des émissions comme The Voice par exemple qui vont donner l'illusion en fait qu'on peut devenir une pop star en claquant des doigts parce qu'on passe à la télé. En fait, ça masque complètement toutes les années de travail qu'il peut y avoir derrière et ça va valoriser l'événement plutôt que le processus. L'événement finalement plutôt que le processus sous-jacent. Et encore, c'est pas encore The Voice finalement, c'est pas le pire parce que si on pense à d'autres émissions de télé-réalité, typiquement Secret Story ou des conneries comme ça, voilà, on a des gens qui sont, enfin, on donne l'impression qu'on peut devenir ça tard sans raison particulière et c'est pas forcément un exemple qui va encourager les jeunes à avoir une mentalité de développement. Bon alors, si on liste maintenant les inconvénients de la mentalité fixe. Donc finalement, les personnes à mentalité fixe, elles vont pas passer de temps à améliorer ou à développer leurs compétences. Je pense que c'est pas possible, finalement ça vient du talent. Et à la place, ce temps, elles vont le passer en se concentrant à prouver, à documenter leur talent ou leur intelligence. Ça c'est pour ceux qui sont intelligents. Pour ceux qui le sont un peu moins, malheureusement, ça va être passer du temps à masquer leur manque d'intelligence. Personnellement, je peux trouver des exemples des deux cas, sur des gens à mentalité fixe. On va avoir aussi l'inconvénient sur la réaction face à l'échec, quand on a une mentalité fixe. C'est même scientifiquement prouvé, quoi. C'est-à-dire qu'on a mis des petits trucs dans le cerveau, pareil, sur des expériences en recherche scientifique, et les gens, finalement, à mentalité fixe, ont une activité cérébrale quasi nulle quand on leur présente une de leurs erreurs. A l'inverse, les gens qui ont une mentalité de développement ont eux plutôt le cerveau qui est complètement en ébullition quand on leur présente une de leurs erreurs. Bon, mais c'est un peu finalement pareil, un peu dans l'air du temps, cette réaction face à l'échec. Moi je me souviens quand j'étais à l'école primaire, quand on faisait une connerie, on espérait que l'instit elle allait pas croiser à la sortie les parents, sinon on risquait d'en prendre une deuxième à la maison. Aujourd'hui j'ai l'impression que, pas pour tous les parents, mais pour certains parents qui ont un problème à l'école, que ce soit de discipline, de travail, de réussite, etc., ça ne peut pas être la faute du gamin, ça ne peut pas être la faute des parents, on va voir direct l'instit et c'est elle qui est incompétente, soit parce qu'elle est trop jeune, soit parce qu'elle sort juste de l'école, soit parce que ci, soit parce que là. Il y a plein de parents qui se trouvent un peu l'excuse comme ça. Je veux dire, il y a 30 ans, c'était pas le cas. Une instite, fût-elle juste sortie de l'école, on croyait sa parole, si elle disait qu'il y avait un problème, on en prenait une deuxième à la maison. On le voit aussi un peu par rapport à la réaction où les gens attendent finalement tout l'État. Je suis d'accord que le capitalisme à l'extrême à l'américaine, c'est pas forcément le mieux, quoi. L'État, il doit protéger les personnes vulnérables, en grosse galère. On peut tous l'être un jour selon les circonstances, si on se retrouve escroqué, agressé, chômeur, SDF, pris en otage à l'autre bout du monde, au milieu d'une épidémie, ça peut arriver. Mais, on va dire, l'État, il ne doit pas complètement nous déresponsabiliser et il ne doit pas nous protéger tout le monde de tout, de n'importe quoi et de toutes les erreurs. Je veux dire, quand on fait une erreur, on peut aussi s'interroger pourquoi, quand on a un échec, de pourquoi nous on a eu cet échec. Est-ce qu'on n'est pas un peu responsable en partie et comment on se remet en cause? J'ai l'impression que la société a tendance à être un peu moins responsable dans ce sens-là et qu'on a un peu de mal à être adulte et évidemment quand on fait une erreur, de l'assumer et
que c'est pas forcément l'État qui va tout réparer et voilà, faire de nous une personne un peu assistée. Bon, c'était encore une parenthèse. Donc, pareil, une différence entre mentalité fixe et mentalité de développement, ça va être la réaction face au succès des autres. Donc la personne finalement en mentalité fixe face au succès des autres, elle va pas se compliquer la vie. Sa réaction face à des gens qui réussissent, on va retrouver des phrases comme « il a eu de la chance »,« il connaissait les bonnes personnes », enfin des trucs comme ça. La personne à la mentalité de développement, elle va avoir une approche complètement différente. Elle va réagir au succès des autres en lui demandant à une personne qui a réussi comment elle a fait, ou en se documentant pour comprendre comment il a réussi. Et c'est là, plutôt, on va faire le vieux, où cette fois on vit vraiment une époque formidable, parce que finalement la connaissance, elle est à portée de clic de tout le monde grâce à Internet, ce qui n'était pas le cas il y a 40-50 ans. Il n'y a même plus, on va dire, de frontières de classe sociale sur l'accès à la connaissance, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 40 ou 50 ans. On peut d'ailleurs même aujourd'hui suivre gratuitement des cours en ligne d'universités prestigieuses comme Stanford, avec des profs qui sont quand même de qualité. Bon, pour illustrer ça et marquer les esprits, j'aime bien répéter une petite blague que j'ai déjà entendue, hein. Elle n'est pas de moi, mais je trouve qu'elle illustre bien un peu cette différence, enfin la caricature même un peu, soyons honnêtes, cette différence entre les gens qui ont une mentalité fixe et les gens qui ont une mentalité de développement. Donc c'est un gars qui explique à deux de ses amis qu'il a couché avec la femme de chacun d'entre eux. Donc le premier, le gars avec la mentalité fixe, il ne se pose pas de questions, il lui met directement son poing dans sa gueule. Et le deuxième, celui qui a la mentalité de développement, il lui fait « Putain, comment t'as fait? Moi, ça fait 6 mois que j'essaye, elle veut plus avec moi. » Voilà. Bon, on va passer sur ma pauvre blague, mais essayons d'enchaîner après ça. Alors, où j'en étais? Oui, alors, le corollaire de l'expérience de Carol Dweck. Finalement, si on pense qu'on réussit dans un domaine juste que parce que l'on est doué, on va alors par corollaire considérer que dans un domaine où l'on n'est pas doué au départ, on n'y arrivera jamais, et donc on ne va jamais essayer finalement. Alors, moi, je vais encore citer un de mes exemples. Bon, moi, je ne recherche pas la célébrité, et pourtant, vous savez que je commence à acquérir un début de notoriété grâce au succès de mes livres d'investissement, et notamment au best-seller, l'investissement immobilier locatif intelligent. J'en profite pour faire un peu d'autopromo pour ceux qui ne connaissaient pas. Pour ceux qui l'ont déjà lu, n'oubliez pas sa suite Le Petit Nouveau, 77 exercices pour l'investisseur immobilier intelligent. Bon, donc je dis je ne recherche pas la célébrité, mais finalement, je commence à acquérir une certaine notoriété grâce notamment au fait que l'investissement immobilier locatif intelligent, c'est devenu un vrai best-seller. Il est toujours numéro 1 de la catégorie immobilier sur Amazon et il se vend toujours très bien. Il était encore voilà, la semaine dernière dans les 100 premières ventes d'Amazon, tous livres confondus, alors qu'il est sorti il y a maintenant plus de 2 ans. Je suis nativement, en termes de personnalité, un introverti profond. Même si vous voulez regarder un peu les tests de personnalité de Myers-Briggs, c'est très intéressant d'ailleurs sur le blog, je suis même un INTJ, c'est 1% de la population. Donc, en bonne INTJ, on va dire introverti, au sens de Myers-Briggs, j'avais clairement pendant ma scolarité horreur de passer un oral ou de présenter un exposé. Je ne dis pas que j'y arrivais pas, mais j'avais horreur de ça, ça me faisait stresser et j'aimais pas. Pourtant, il y a 10 ans, je me suis retrouvé à faire des présentations en bas d'un amphi de 400 personnes, en étant filmé de partout, en ayant le retour quand on boit un coup dans sa bouteille, en voyant qu'on se fait filmer en train de boire sa bouteille. Je veux dire, voilà, je l'ai fait. Alors, vous allez me dire, ouais, je l'ai fait parce que j'y étais contraint professionnellement. Mais avec tout ça, finalement, quand on voit ça, c'est historique, j'aurais jamais imaginé faire le clown comme je suis en train de faire devant vous, là, sur des vidéos YouTube, avec ma chaîne que cette chaîne, finalement, j'ai lancé totalement volontairement. Personne ne m'y obligeait. Ça fait un peu de marketing en rajeunissant mon audience pour mes livres. Mais voilà, enfin, il se marchait déjà très bien sans la chaîne YouTube. Et vous savez quoi, du coup, si on regarde aujourd'hui les premières vidéos que j'ai tournées, hein, qui n'ont pourtant pas plus de 2 ans, puisque cette chaîne, je l'ai lancée il y a à peu près 2 ans, on voit finalement que c'était moins bien que celle d'aujourd'hui, que je bafouillais beaucoup plus. Et finalement, c'est parce qu'au départ, j'étais pas très bon là-dedans, que je n'aimais pas ça plus que ça, finalement, mais que je me suis quand même astreint à me lancer, que j'ai fini par m'améliorer. Et que je fais ça désormais beaucoup plus instinctivement, on va dire, même si c'est pas parfait. Et que la chaîne YouTube, elle gagne des abonnés, voilà, elle en a encore gagné 200 le mois dernier, et que finalement, je ressens déjà désormais plus de pression si je dois faire parler en public devant 50 personnes, voilà, il n'y a pas de... c'est quelque chose qui est un peu... je suis en mode automatique, quoi, on va dire, quand j'ai à le faire. Donc, on va essayer de conclure un peu cette vidéo mindset. Finalement, on voit quand même qu'on a beaucoup d'intérêt
que ce soit en termes d'investissement en bourse, immobilier, entrepreneuriat, mais même dans beaucoup de domaines plus élargis de la vie, à adopter une mentalité de développement. On ira beaucoup plus loin avec cette mentalité de développement. Alors, comment adopter une mentalité de développement? Finalement, vous allez pouvoir l'améliorer en adoptant 3 principes. Le premier, c'est être adepte de l'amélioration quotidienne par petites touches progressives. Le second, c'est être orienté sur la maîtrise plutôt que la performance. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Finalement, ce qui compte, c'est de donner le meilleur de vous-même pour quelque chose, vous concernant. Le jugement des autres, il n'a pas à compter là-dedans. Vous progresserez à votre vitesse plus ou moins vite, mais si vous cherchez à vous améliorer, vous allez vous améliorer. La référence externe, vous vous en foutez. Et le troisième, c'est ne pas se comparer aux autres. Je vais mettre une exception, sauf si ces comparaisons vous inspirent. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, il y aura toujours quelqu'un de plus riche, de plus intelligent, de plus beau, de plus musclé que vous. Ça ne doit pas rentrer en ligne de compte, sauf s'il y a quelqu'un finalement qui vous inspire, qui a de l'avance sur vous dans son parcours, qui est un peu plus vieux, qui a un peu d'avance, mais voilà, qui fait les mêmes choses que vous voulez faire. Au lieu de le jalouser, comme ferait quelqu'un à mentalité fixe, là, si vous avez la chance d'être en contact avec lui, vous lui demandez des conseils, vous lui posez des questions sur son parcours pour vous en inspirer. Et vous vous disiez en le voyant, c'est possible puisque lui l'a fait. Donc en gros, la personne qui a une mentalité de développement, elle va voir l'échec vraiment comme une opportunité de grandir, et la personne qui a une mentalité fixe, elle va voir l'échec comme une limite de ses possibilités. Donc finalement, en conclusion, avec l'état d'esprit fixe, on va éviter les challenges puisque finalement, ils représentent une source d'échec. Or, si nos défauts sont immuables, finalement, un échec ne ferait qu'exposer à la terre entière à quel point on est nul. Alors quand on adopte une mentalité fixe, l'objectif, ça va être d'effectuer un maximum de tâches où on est sûr de réussir pour montrer nos qualités et nous sentir valorisés. En gros, on reste dans sa zone de confort. A l'inverse, avec un état d'esprit de développement, on se constate justement sur les tâches difficiles car ce sont elles qui nous font le plus grandir et progresser. Finalement, quand on a cet état d'esprit, ce qu'on cherche, c'est pas de prouver à quel point nous sommes talentueux, mais c'est de tout faire pour le devenir. Par exemple, un champion olympique de patinage artistique n'est pas devenu champion olympique en se contentant de répéter la première figure qu'il a réussi. Il a été par petites touches progressives en faisant des figures de plus en plus difficiles. En plus, ça a un avantage parce que finalement, quand on fait quelque chose qui est juste un peu voilà, à notre niveau, mais juste un petit peu au-dessus, on arrive à ce qu'on appelle l'état de flux, pareil. Description, un article là-dessus. L'état de flux, finalement, c'est cet état où on est très bien parce que c'est même prouvé que ça renforce notre bien-être et notre bonheur parce qu'on a perte totale de conscience du temps. Voilà, moi je sais que ça m'arrive par exemple si je joue un match de badminton qui va être juste un peu au-dessus de mon niveau. Là je ne sais pas combien ça a duré, je suis tellement concentré que je perds la notion du temps. Et ça, c'est prouvé de façon pareil, scientifique, avec d'autres critères, que ça contribue au bien-être de l'individu. Donc la conclusion de cette méditation un peu longue sur le mindset, c'est que finalement il ne faut jamais penser ou jamais laisser entendre à un enfant, par exemple, ni que les talents innés sont suffisants dans un domaine pour accomplir vos rêves ou ses rêves, ni que les compétences et les talents sont quelque chose d'immuable aux caractéristiques fixes et qui serait immune à l'amélioration. Parce que sinon, ça voudrait en effet dire que les efforts sont inutiles puisque vous êtes déjà génial, ou que les efforts sont inutiles parce que de toute façon, vous n'avez pas le talent pour améliorer ça. Donc en résumé, louez l'amélioration, les habitudes, la croissance, les efforts, l'ampleur du chemin parcouru, et un jour, vous ferez l'éloge de vos résultats. Encore une fois, j'ai emprunté quelques exemples dans la vidéo AMJ de Marco, donc ces fans dont je suis les auront peut-être reconnus. J'en ai mis d'autres qui sont plus personnels. Donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur le blog ou sur la chaîne YouTube. J'ai parlé pas mal d'autres articles ou vidéos, donc vous aurez tous les liens dans la description. Je vous mets aussi le lien dans la description vers mes livres. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'oubliez pas le petit clic sur le petit bouton j'aime si vous avez apprécié la vidéo. À bientôt sur la chaîne.